La signalisation m'oblige. Réponse A, à marquer l'arrêt. Réponse B, à tourner à gauche. Réponse C, à continuer tout droit. Les terrasses de café et l'aménagement de cette place m'indiquent que je circule au centre-ville. Cette zone est soit piétonne, soit partagée avec des piétons. La signalisation à droite me donne trois informations. Premièrement, le panneau stop m'impose l'arrêt à hauteur du croisement. Les panneaux avec des flèches de direction barrées au-dessus me signalent qu'à cette intersection, je ne suis ni autorisé à tourner à droite ni à gauche. Au début de la ruelle en face, le panneau bleu confirme ces informations. Il s'agit d'un panneau de rue à sens unique. Dans cette situation, je n'ai pas d'autre choix que de continuer tout droit. La signalisation m'oblige, réponse A, à marquer l'arrêt, réponse C, à continuer tout droit, réponse A et C. Circulant hors agglomération, la signalisation annonce un passage à niveau dans 150 mètres. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un passage à niveau sans barrière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau triangle à droite avec un train annonce un passage à niveau. Il existe deux types de panneaux annonçant un passage à niveau. Le panneau représentant une locomotive annonce un passage à niveau sans barrière. Le panneau représentant une barrière annonce un passage à niveau avec barrière. En dessous, le panonceau avec les trois bandes rouges diagonales précise à quelle distance se situe le passage à niveau. Hors agglomération, chaque bande rouge représente 50 mètres. Comme il y a trois bandes, le passage à niveau se trouve à 150 mètres. En agglomération, une bande rouge équivaut environ à 15 mètres. Donc en agglomération, trois bandes rouges annoncent un passage à niveau dans 50 mètres. Circulant hors agglomération, la signalisation annonce un passage à niveau dans 150 mètres. Réponse A, oui. Un passage à niveau sans barrière. Réponse C, oui. Réponse A et C. Une voie d'insertion permet de réduire la différence de vitesse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une différence de vitesse importante est un facteur aggravant d'accident. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une voie d'insertion permet de faciliter l'insertion des véhicules sur les voies rapides ou autoroutes sans gêner les véhicules qui circulent déjà sur cette route. Elle donne le temps au conducteur de prendre de la vitesse et de bien se positionner pour s'insérer. Elle permet ainsi de réduire la différence de vitesse entre les véhicules en train de s'engager et les véhicules déjà engagés. En cas de collision entre deux véhicules, plus l'écart de vitesse est grand, plus les dommages seront importants. Rappelez-vous, dans une voie d'insertion, vous devez toujours céder le passage aux véhicules circulant à gauche. Une voie d'insertion permet de réduire la différence de vitesse. Réponse A, oui. Une différence de vitesse importante est un facteur aggravant d'accident. Réponse C, oui. Réponse A et C. La signalisation annonce la fin d'une route à accès réglementé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le début d'une autoroute. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau en bas à gauche, représentant une voiture barrée, indique la fin d'une route à accès réglementé. Le panneau au-dessus signale le début d'une autoroute. Avant ce panneau, je circulais sur une route à accès réglementé. Je m'apprête à entrer sur l'autoroute.
À partir de maintenant, la limitation maximale de vitesse peut aller jusqu'à 130 km/h contre 110 km/h sur une route à accès réglementé. À partir de ce panneau, je pourrais également rencontrer des péages. En haut, le panneau annonce la sortie numéro 5 dans 200 mètres. Le rectangle noir avec l'inscription S2 indique un itinéraire de substitution. La signalisation annonce la fin d'une route à accès réglementé. Réponse A, oui. Le début d'une autoroute. Réponse C, oui. Réponse A et C. Je suis prioritaire par rapport aux véhicules arrivant en sens inverse si, réponse A, je tourne à gauche, réponse B, je continue tout droit, réponse C, je tourne à droite. Je circule sur une route à double sens de circulation. J'arrive à un carrefour régulé par des feux tricolores. Les panneaux de direction m'informent que je suis autorisé à tourner à gauche ou à droite. Je peux également continuer tout droit. La voiture blanche au milieu de la route a enclenché son clignotant et souhaite tourner à droite. Elle n'est pas prioritaire car elle doit couper l'axe principal pour tourner. Elle doit me céder le passage si je vais tout droit ou à droite. De la même manière que cette voiture, si je souhaite tourner à gauche, je dois me placer au milieu de la chaussée et céder la priorité aux véhicules arrivant en face. Je suis prioritaire par rapport aux véhicules arrivant en sens inverse si, réponse B, je continue tout droit, réponse C, je tourne à droite. Réponse B et C. Dans une zone de rencontre, je bénéficie de la priorité de passage sur les piétons. Réponse A, oui. Réponse B, non. La signalisation m'autorise à tourner à gauche. Réponse C, entre 6 heures et 10 heures. Réponse D, entre 10 heures et 6 heures. Le panneau bleu carré annonce une zone de rencontre. Dans cet espace, voitures, piétons et cyclistes partagent la chaussée. Dans cette zone, les piétons sont prioritaires sur les véhicules. En tant que conducteur, vous devez impérativement leur céder le passage et respecter une vitesse maximum de 20 km/h. Le panneau rond avec une flèche barrée interdit de tourner à gauche, sauf entre 6 heures et 10 heures du matin. En dehors de ces heures, tourner à gauche est interdit. Si cette autorisation avait concerné la soirée, le panonceau aurait affiché entre 18 heures et 22 heures. Dans cette situation, je ralentis et je cède le passage aux piétons. Dans une zone de rencontre, je bénéficie de la priorité de passage sur les piétons. Réponse B, non. La signalisation m'autorise à tourner à gauche. Réponse C, entre 6 heures et 10 heures. Réponse B et C. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi. Mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. La chaussée va être réduite, passant de 2 voies à 1 voie. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je poursuis le dépassement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Ma chaussée comporte 2 voies dans le même sens de circulation. Ce type d'aménagement est souvent présent sur les routes nationales ou départementales. La flèche au sol indique la fin de la chaussée gauche et m'informe qu'il faut se rabattre sur la voie de droite. Dans ces conditions, j'annule mon dépassement et je reste derrière le camion sur la voie de droite. La chaussée va être réduite passant de 2 voies à 1 voie. Réponse A, oui. Je poursuis le dépassement. Réponse D, non. Réponse A et D. La signalisation m'interdit de continuer tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein.
Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule actuellement dans une petite ruelle du centre-ville. Ce feu orange clignotant n'est pas un feu tricolore classique. Il est souvent implanté à proximité de zones piétonnes ou de zones de rencontre. Il indique que vous êtes autorisé à passer à condition de respecter la priorité à droite et de céder la priorité aux piétons. Dans cette situation, restez vigilant et préparez-vous à vous arrêter à tout moment. Le panneau rond avec une flèche noire pointant en bas et une flèche rouge vers le haut n'interdit pas l'accès à cette rue. Il signale simplement une chaussée rétrécie et impose de céder le passage aux usagers arrivant en face. La signalisation m'interdit de continuer tout droit. Réponse B, non. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein. Réponse C, oui. Réponse B et C. Après avoir heurté un trottoir, j'observe une déformation ou une fissure sur le côté du pneu. Réponse A, je poursuis mon chemin plus lentement. Réponse B, je m'arrête pour installer la roue de secours. En ville, les trottoirs, bordures et les trous sur la chaussée peuvent endommager vos roues ou vos jantes. Un choc entre un pneu et un trottoir peut provoquer une hernie. Cela crée une bosse sur le flanc et endommage la structure du pneu. Dans cet état, le pneu n'est plus sûr pour la conduite. Continuer à utiliser le véhicule dans ces conditions peut entraîner une amende de 135 euros. Face à cette situation, si je suis en possession d'une roue de secours, je remplace la roue endommagée. Dans le cas contraire, je prends rendez-vous avec un garagiste. Après avoir heurté un trottoir, j'observe une déformation ou une fissure sur le côté du pneu. Réponse B, je m'arrête pour installer la roue de secours. Je circule sur une route à sens unique. Réponse A, oui. Réponse B, non. La limitation de vitesse maximale est de réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Deux détails me permettent d'identifier cette route. D'abord, le panneau à gauche est orienté vers le sens opposé. Il ne concerne donc pas ma voie. Ensuite, le marquage au sol en dessous est discontinu, ce qui confirme cette information. Si cette route avait été à sens unique, la ligne de gauche aurait été continue. Il s'agit donc d'une route à double sens de circulation sans séparateur central. La vitesse est donc limitée à 80 km/h pour l'ensemble des usagers. Le véhicule à gauche est simplement en train de me dépasser. Je circule sur une route à sens unique. Réponse B, non. La limitation de vitesse maximale est de réponse D, 80 km/h. Réponse B et D. Ce feu de signalisation autorise à tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. À continuer tout droit. Réponse C, oui. Réponse D, non. La chaussée comporte deux voies dans mon sens de circulation. Le feu tricolore est rouge. Il oblige aux usagers souhaitant continuer tout droit de s'arrêter. La flèche orange pointant vers la droite autorise les usagers de la file de droite à s'engager et franchir l'intersection par la droite. Ce feu, avec un pictogramme de flèche orange, fonctionne de la même manière qu'un feu vert, mais autorise uniquement de prendre la direction qu'indique la flèche. Ce feu tricolore autorise à tourner à droite, réponse A oui, à continuer tout droit, réponse D non, réponse A et D. À ce croisement, je bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse, réponse A oui, réponse B non.
Ce panneau bleu carré indique que vous avez la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Le véhicule arrivant de l'autre côté rencontrera ce panneau. Il doit donc s'arrêter et me laisser passer. À ce croisement, je bénéficie de la priorité sur les véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A, oui. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1, réponse B, zone 2. À cet endroit, la route passe d'une voie à deux voies, ce qui pourrait me tenter de m'insérer sur la voie de gauche. La voiture numéro 2 devant moi ne présente pas de danger particulier. La zone principale de danger se trouve derrière moi. Un motard s'apprête à me dépasser par la gauche. Il est crucial de toujours vérifier l'absence d'usager derrière vous avant de changer de direction. La zone principale de danger se trouve en réponse A, zone 1. Ce panneau annonce réponse A, une zone limitée à 30 km/h. Réponse B, une zone fermée à la circulation. Réponse C, une zone à faible émission mobilité. Les zones à faible émission mobilité ZFE sont mises en place afin de réduire les émissions de pollution dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Marseille et améliorer la qualité de l'air. Chaque véhicule doit afficher une vignette critère sur son pare-brise, indiquant ainsi son niveau d'émission de pollution atmosphérique afin de pouvoir circuler dans ces zones. Les vignettes critères sont classées selon différentes catégories de véhicules. Dans ce cas, le panneau indique que les véhicules ayant une vignette allant de 0 à 4 sont autorisés à circuler. Rouler dans ces zones sans vignette vous expose à une amende de 68 €. Une zone limitée à 30 km/h est signalée par ce panneau et une zone fermée à la circulation par celui-ci. Ce panneau annonce réponse C, une zone à faible émission mobilité. Le conducteur du véhicule stationné sur cette bande cyclable, réponse A, risque une amende de 135 €, réponse B, doit allumer ses feux de détresse, réponse C, crée une zone de danger. Le conducteur de ce véhicule stationné sur la bande cyclable commet plusieurs infractions. Tout d'abord, il risque une amende de 135 € et un retrait de 3 points pour stationnement gênant. Les bandes cyclables sont exclusivement réservées aux cyclistes. De plus, en bloquant la bande cyclable, il crée une zone de danger, obligeant les cyclistes à se déporter sur la route, augmentant ainsi les risques d'accident. Enfin, allumer ses feux de détresse n'excuse en aucun cas cette infraction et ne doit pas être utilisé pour justifier ce type de stationnement. Le conducteur du véhicule stationné sur cette bande cyclable, réponse A, risque une amende de 135 €, réponse C, crée une zone de danger, réponse A et C. Dans 1300 mètres, je vais arriver à, réponse A, la sortie numéro 14, réponse B, la sortie numéro 23. La couleur bleue de ce panneau m'indique implicitement que je circule sur une autoroute. Les deux traits blancs avec la flèche m'indiquent qu'il s'agit de l'A40. Dans 1300 mètres, le panneau m'indique une sortie, la sortie numéro 14. L'indication S23 en dessous est un itinéraire de substitution. C'est un itinéraire alternatif que les usagers de la route peuvent emprunter s'ils constatent une affluence extrêmement importante sur leur itinéraire principal.
Le haut du panneau m'indique une bifurcation vers l'A411. Cela signifie que je pourrais continuer sur l'autoroute afin d'emprunter une nouvelle direction. Dans 1300 mètres, je vais arriver à, réponse A, la sortie numéro 14. Pour économiser du carburant et réduire les émissions polluantes, je dois, réponse A, adopter une conduite souple, réponse B, rouler constamment à la vitesse maximum autorisée, réponse C, utiliser le régulateur de vitesse, réponse D, vérifier la pression des pneus. Pour économiser du carburant et réduire les émissions polluantes, vous devez adopter une conduite souple en évitant les accélérations et les freinages brusques, anticiper le trafic et utiliser le régulateur de vitesse sur autoroute afin de maintenir une vitesse constante. Il est important de bien entretenir votre véhicule, notamment en vérifiant régulièrement la pression des pneus. Réduisez votre vitesse, surtout sur autoroute, et évitez de laisser tourner le moteur au ralenti lors d'arrêts prolongés. En revanche, vous ne devez pas surcharger inutilement votre véhicule, ignorer les entretiens réguliers, abuser de la climatisation, ou laisser un coffre de toit si vous ne l'utilisez pas. Pour économiser du carburant et réduire les émissions polluantes, je dois, réponse A, adopter une conduite souple, réponse C, utiliser le régulateur de vitesse, réponse D, vérifier la pression des pneus, réponse A, C et D. Un niveau d'huile moteur trop bas peut causer la surchauffe du moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. La casse du moteur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un niveau d'huile trop bas peut causer à la fois la surchauffe du moteur et dans les cas les plus graves, la casse du moteur. L'huile joue un rôle essentiel dans la lubrification et le refroidissement des pièces du moteur. Lorsqu'il n'y a pas assez d'huile, ces pièces frottent les unes contre les autres, générant une chaleur excessive qui peut mener à la surchauffe. Si cette situation persiste, les dommages peuvent s'aggraver jusqu'à la casse du moteur. C'est pourquoi il est primordial de vérifier régulièrement le niveau d'huile de votre véhicule et de le maintenir au niveau recommandé par le constructeur. Un niveau d'huile moteur trop bas peut causer la surchauffe du moteur. Réponse A, oui. La casse du moteur. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans un virage, si ma vitesse est de 100 km/h au lieu de 50 km/h, l'impact de la vitesse sur la tenue de route est amplifié. Réponse A, oui. Réponse B, non. Multiplie par 4 la force centrifuge. Réponse C, oui. Réponse D, non. On pourrait penser que la différence de vitesse entre 100 et 50 km/h multiplie les effets de la vitesse par 2. Seulement les lois de la physique ne fonctionnent pas comme cela. Si on double la vitesse, 60 km/h au lieu de 30, 100 km/h au lieu de 50, les distances de freinage sont multipliées par 4. Les forces qui agissent en virage sont elles aussi multipliées par 4. On parle ici de force centrifuge. Elle est due à l'inertie et pousse les objets vers l'extérieur de la trajectoire. Cette force influe sur la tenue de route et la stabilité du véhicule lorsqu'il prend un virage à grande vitesse ou avec un rayon de courbure serré. En cas de choc, la violence de celui-ci est aussi multipliée par 4. Dans ces cas-là, l'impact de la vitesse sur la tenue de route est amplifié. Réponse A, oui. Multiplie par 4 la force centrifuge. Réponse C, oui. Réponse A et C. La portée minimale des feux de route est de réponse A 50 mètres, réponse B 100 mètres, à 100 km/h. La distance d'arrêt est de réponse C 50 mètres, réponse D 100 mètres.
La portée minimale des feux de route est de 100 mètres. À 100 km/h, la distance d'arrêt, c'est-à-dire la distance nécessaire pour s'arrêter complètement après avoir freiné, est également de 100 mètres. Pour calculer la distance d'arrêt, il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la dizaine par lui-même. 10 fois 10 est égal à 100, donc à 100 km/h, il faudra environ 100 mètres pour m'arrêter. À noter, la distance d'arrêt prend en compte le temps de réaction et la distance de freinage. La portée minimale des feux de route est de réponse B 100 mètres. À 100 km/h, la distance d'arrêt est de réponse D 100 mètres. Réponse B et D. Pour réaliser des économies de carburant, le régime du moteur doit être réponse A haut, réponse B bas. Pour réaliser des économies de carburant, le régime du moteur doit être bas. En effet, lorsque le moteur tourne à un régime élevé, il consomme plus de carburant car il fonctionne plus rapidement et nécessite plus d'énergie. En maintenant un régime moteur bas, idéalement entre 1500 et 2000 tours par minute, vous pouvez limiter cette consommation et ainsi économiser du carburant tout en préservant le moteur. Pour réaliser des économies de carburant, le régime du moteur doit être réponse B bas. Quel système allume automatiquement les feux de détresse? Réponse A, l'ABS. Réponse B, l'affût. Réponse C, l'ESP. En cas de freinage d'urgence, le système AFU, qui est l'acronyme de aide au freinage d'urgence et qui est un système qui détecte un passage rapide de l'accélérateur au frein, amplifie le freinage pour raccourcir la distance de freinage. Afin que les usagers qui me suivent ne soient pas surpris par l'intensité du freinage, les feux de détresse s'allument automatiquement. L'ABS, système de freinage anti-blocage, est un système de sécurité qui empêche les roues de se bloquer lors d'un freinage brusque. Il réduit ainsi la distance d'arrêt sur les surfaces glissantes. L'ESP est un système de sécurité qui aide à maintenir la stabilité du véhicule en cas de dérapage ou de perte de contrôle. Il ajuste automatiquement le freinage sur chaque roue et peut également réduire la puissance du moteur pour aider le conducteur à retrouver le contrôle dans des situations critiques. Ni l'ABS ni l'ESP ne déclenchent les feux de détresse. Quel système allume automatiquement les feux de détresse? Réponse B, l'affût, l'aide au freinage d'urgence. Dans quel ordre les véhicules doivent-ils passer? Réponse A, voiture numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Réponse B, voiture numéro 3, puis numéro 1, puis numéro 2. Réponse C, voiture numéro 2, puis numéro 1, puis numéro 3. Les véhicules numéro 1 et numéro 3 doivent s'arrêter complètement et céder la priorité aux véhicules venant de leur gauche et de leur droite. Cette obligation est due à la présence d'un panneau stop à leur intersection. Le véhicule numéro 2 est donc le premier à passer. Le véhicule numéro 3 s'apprête à tourner à gauche. Pour effectuer cette manœuvre, il doit traverser la voie du véhicule numéro 1. Une fois engagé sur cette nouvelle chaussée, le véhicule numéro 1 se retrouvera à la droite du véhicule numéro 3. Dans cette configuration, la règle de la priorité à droite s'applique. Par conséquent, le véhicule numéro 1 devient prioritaire par rapport au véhicule numéro 3. Dans quel ordre les véhicules doivent-ils passer? Réponse C, voiture numéro 2, puis numéro 1, puis numéro 3. Étant seul dans ma voiture et sans chargement, j'ajuste la hauteur des faisceaux des phares sur la position. Réponse A, numéro 0. Réponse B, numéro 1. Réponse C, numéro 2. Réponse D, numéro 3. La plupart des voitures disposent d'un réglage de la hauteur des phares quand il n'est pas automatique. Il permet de corriger l'orientation du faisceau des phares en fonction du chargement de la voiture, afin de ne pas éblouir les usagers arrivant en face sans toutefois perdre en efficacité d'éclairage. Si je suis seul dans ma voiture et que celle-ci n'est pas chargée, je le règle sur 0.
Plus il y a d'occupants et plus la voiture est chargée, au plus j'augmente cette valeur. Étant seul dans ma voiture et sans chargement, j'ajuste la hauteur des faisceaux des phares sur la position. Réponse A, 0. En période probatoire, je perdrai mon permis. Réponse A, dès le premier verre d'alcool. Réponse B, dès le deuxième verre d'alcool. Réponse C, dès le troisième verre d'alcool. Pour les conducteurs en période probatoire, la consommation d'un seul verre d'alcool avant de prendre le volant est strictement interdite et entraîne des sanctions sévères. Vous risquez un retrait de 6 points sur votre permis et une amende de 135 euros, une possible immobilisation de votre véhicule et une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans. Rappelez-vous que le taux d'alcoolémie légal pour les conducteurs en période probatoire est fixé à 0,2 g par litre de sang, ce qui équivaut en pratique à une tolérance 0. Un seul verre suffit généralement à dépasser cette limite. Il est donc crucial de ne pas consommer d'alcool si vous prévoyez de conduire pendant votre période probatoire. En période probatoire, je perdrai mon permis. Réponse A, dès le premier verre d'alcool. La signalisation limite ma vitesse si je vais tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je tourne à droite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau zone 30 indique que la vitesse maximale est limitée à 30 km/h dans cette zone. Cette limitation de vitesse s'applique à toutes les directions, que vous alliez tout droit ou que vous tourniez à droite. La fin de cette limitation se matérialise par le panneau fin de zone 30. La signalisation limite ma vitesse si je vais tout droit. Réponse A, oui. Si je tourne à droite. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans un tunnel, cet emplacement s'appelle une niche de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans un tunnel, il existe 3 dispositifs de sécurité importants à connaître. L'emplacement d'arrêt d'urgence, qui est une zone élargie sur le côté de la chaussée, elle permet de s'arrêter en cas de problème sans gêner la circulation. La niche de sécurité, c'est un espace creusé dans la paroi du tunnel équipé d'un téléphone d'urgence et d'extincteur. Les sorties de secours, c'est une issue permettant d'évacuer le tunnel en cas de danger grave. Cette dernière est clairement indiquée par des panneaux lumineux et mène généralement vers une galerie sécurisée ou l'extérieur. Dans un tunnel, cet emplacement s'appelle une niche de sécurité. Réponse B, non. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse C, oui. Réponse B et C. Le vent souffle. Réponse A, de gauche à droite. Réponse B, de droite à gauche. Je pourrais faire des écarts. Réponse C, à gauche. Réponse D, à droite. Si je me réfère à la manche à air, le vent souffle de droite vers la gauche. Mais le risque de faire un écart à droite ou à gauche ne dépend pas uniquement du sens du vent. Un vent latéral peut générer des écarts des deux côtés. Le vent souffle rarement de façon continue, mais plutôt en rafale. Un obstacle peut atténuer ponctuellement le vent, un bâtiment, de la végétation ou encore un véhicule lors d'un dépassement. Je risque de faire des écarts à gauche et à droite, donc je ralentis et je tiens fermement le volant. Le vent souffle, réponse B, de droite à gauche. Je pourrais faire des écarts, réponse C à gauche, réponse D à droite, réponse B, C et D. Les poids lourds sont susceptibles d'empiéter sur ma voie. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Lorsque vous voyez un poids lourd ou un bus, essayez toujours d'anticiper sa trajectoire. Les poids lourds sont très grands et moins faciles à manœuvrer qu'une voiture normale. Pour négocier un virage, ils ont besoin de plus d'espace. Ils doivent également se déporter dans les virages pour que leur remorque puisse suivre correctement la trajectoire. Si vous êtes derrière un poids lourd, méfiez-vous. Le conducteur peut ne pas vous voir en raison des angles morts. Les poids lourds sont susceptibles d'empiéter sur ma voie? Réponse A, oui. Pour passer l'examen du permis en conduite anticipée, il faut, réponse A, avoir parcouru plus de 3000 km, réponse B, avoir pratiqué la conduite pendant au moins 1 an. Pour passer l'examen du permis en conduite supervisée, il faut, réponse C, avoir parcouru plus de 3000 km, réponse D, avoir pratiqué la conduite pendant au moins 1 an. Dans le cadre de la conduite anticipée, qui permet d'obtenir son permis dès 17 ans, le candidat est tenu de respecter 2 critères. Parcourir un minimum de 3000 km et pratiquer la conduite pendant au moins 1 an sous supervision. En revanche, la conduite supervisée n'impose ni kilométrage minimum ni durée spécifique d'apprentissage. Elle s'apparente à la formule classique avec un âge minimum de 18 ans et 20 heures de conduite obligatoire. Dans la majorité des cas, les candidats choisissent la conduite supervisée après un échec à l'épreuve de conduite. Pour passer l'examen du permis en conduite anticipée, il faut, réponse A, avoir parcouru plus de 3000 km, réponse B, avoir pratiqué la conduite pendant au moins 1 an, réponse A et B. Pour lire un message, je quitte les yeux de la route. Réponse A, 1 seconde. Réponse B, plusieurs secondes. À 100 km/h, je parcours environ. Réponse C, 10 mètres par seconde. Réponse D, 30 mètres par seconde. Pour lire un message ou chercher un contact dans mon téléphone, je quitte la route des yeux plusieurs secondes sans m'en rendre compte. Pas forcément en continu, mais chaque coup d'œil dure généralement plus d'une seconde et représente un danger. Pour transformer les km/h en mètres par seconde, c'est simple. Il suffit de multiplier le ou les premiers chiffres de la vitesse en km/h par 3. Pour 100 km/h, vous multipliez 10 par 3, ce qui vous donne 30. À 100 km/h, je parcours une distance de 30 mètres. Donc si vous regardez votre téléphone pendant 2 secondes, vous ne verrez pas ce qui se passe sur la route sur les prochains 60 mètres. Pour lire un message, je quitte les yeux de la route. Réponse B, plusieurs secondes. À 100 km/h, je parcours environ. Réponse D, 30 mètres par seconde. Réponse B et D. Je m'arrête au prochain emplacement d'arrêt d'urgence si le voyant 1 s'allume. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le voyant 2 s'allume. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'emplacement à ma droite est un emplacement d'arrêt d'urgence. Il permet d'écarter des voies de la circulation un véhicule qui devrait impérativement s'arrêter. On utilise l'emplacement d'arrêt d'urgence uniquement en cas de panne du véhicule ou de malaise d'un occupant. Si le voyant numéro 1 s'allume, c'est qu'il y a un problème grave, le moteur surchauffe. Dans ce cas, je m'arrête sur l'emplacement d'arrêt d'urgence. Si le voyant numéro 2 s'allume, c'est que j'arrive sur la réserve de carburant. Ce n'est pas un problème grave puisque cette réserve permet de parcourir au moins 50 km. C'est largement suffisant pour sortir de n'importe quel tunnel. Je m'arrête au prochain emplacement d'arrêt d'urgence si le voyant 1 s'allume, réponse A oui. Si le voyant 2 s'allume, réponse D non. Réponse A et D. Cette station de radio me signale et m'avertit des travaux. Réponse A oui. Réponse B non. Des accidents. Réponse C oui. Réponse D non. Les autoroutes ont généralement une station de radio proposant des programmes, comme une radio classique. En plus, elles fournissent des informations routières pratiques, des conseils, la météo sur le réseau, s'il y a des travaux, l'état du trafic, s'il y a des accidents.
Régulièrement ou dès qu'un événement se produit, un flash info est diffusé. La fréquence de ces radios est généralement 107.7 sur tout le réseau autoroutier. Cette station de radio me signale et m'avertit des travaux. Réponse A, oui. Des accidents. Réponse C, oui. Réponse A et C. Lorsque je transporte un vélo, celui-ci peut partiellement masquer ma plaque d'immatriculation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les feux de mon véhicule si je circule de jour. Réponse C, oui. Réponse D, non. Quel que soit le chargement de votre véhicule, y compris un vélo, il ne doit en aucun cas masquer, même partiellement, les feux ou la plaque d'immatriculation de votre voiture. Cette règle s'applique en toutes circonstances, de jour comme de nuit, et même pour les courts trajets. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'immobilisation de votre véhicule et une amende. Pour transporter un chargement qui risquerait de masquer ces éléments essentiels, vous devez installer une rampe amovible équipée de feux fonctionnels et d'une plaque d'immatriculation identique à celle de votre voiture. Lorsque je transporte un vélo, celui-ci peut partiellement masquer ma plaque d'immatriculation. Réponse B, non. Les feux de mon véhicule si je circule de jour. Réponse D, non. Réponse B et D. Cette balise signale que je circule sur la route 168. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que je circule sur l'autoroute A63. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une borne routière ou borne kilométrique est un élément signalétique placé régulièrement en bordure de route et destiné à identifier la route concernée. Les distances sont numérotées pour des raisons de localisation et de sécurité. Elle est implantée tous les kilomètres environ. Elle indique le point kilométrique et le numéro de l'autoroute. Chaque borne est numérotée de manière séquentielle le long de l'autoroute afin de permettre aux services d'urgence, aux patrouilles autoroutières et aux utilisateurs de signaler précisément leur position en cas de panne ou d'accident. Actuellement, je circule sur l'autoroute A63 au kilomètre 168. Réponse B et C. Le volume sonore émis par mon véhicule peut être contrôlé par les forces de l'ordre. Réponse A, oui. Réponse B, non. Peut être mesuré à la sortie du pot d'échappement. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de bruits excessifs provenant du pot d'échappement d'une voiture, le propriétaire risque une amende de 68 euros s'il est jugé dérangeant par les autorités, ainsi qu'une amende de 135 euros et l'immobilisation du véhicule s'il est responsable de modification du silencieux. De plus, tout dépassement de 5 décibels lors d'un contrôle au sonomètre par rapport au certificat d'immatriculation entraîne également des sanctions. Le volume sonore émis par mon véhicule peut être contrôlé par les forces de l'ordre. Réponse A, oui. Peut être mesuré à la sortie du pot d'échappement. Réponse C, oui. Réponse A et C. Le marquage au sol autorise le dépassement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le marquage au sol représente deux lignes. La ligne la plus à gauche est discontinue. Elle indique aux usagers venant en face de moi que le dépassement est autorisé. La ligne blanche continue de mon côté m'interdit de dépasser. C'est toujours la ligne la plus proche de moi qui m'est adressée. J'attends donc le prochain changement de priorité si je dois dépasser. Le marquage au sol autorise le dépassement. Réponse B, non. Dans cette situation, je dépasse en franchissant la ligne. Réponse A, oui. Réponse B, non. En chevauchant la ligne. Réponse C, oui. Réponse D, non.
À cet endroit, la route est en travaux. Le camion nous indique de ralentir car le croisement avec les véhicules d'en face est impossible. La ligne blanche au sol est continue, ce qui m'indique que je ne peux pas la franchir et que le dépassement n'est pas autorisé. À quelques exceptions près, comme lorsqu'il y a un vélo, une moto, un piéton, ou comme ici des travaux, je suis autorisé à la chevaucher. Le chevauchement et le franchissement sont différents. Le chevauchement d'une ligne consiste à franchir partiellement une ligne de marquage routier. Franchir une ligne implique de la traverser entièrement. Dans cette situation, je dépasse en franchissant la ligne. Réponse B, non. En chevauchant la ligne, réponse C, oui. Réponse B et C. Les documents nécessaires pour remplir un constat sont réponse A, l'attestation d'assurance, réponse B, le permis de conduire, réponse C, la carte grise, réponse D, le contrôle technique. En cas de constat suite à un accident, vous devez présenter votre carte grise, votre justificatif d'assurance et votre permis de conduire à l'autre conducteur. Demandez à ce dernier de faire de même. Ainsi, vous pourrez vérifier que ces papiers correspondent aux informations mentionnées sur le constat amiable. Pour limiter les falsifications, il est également recommandé d'utiliser un stylo à billes noir. Les documents nécessaires pour remplir un constat sont réponse A, l'attestation d'assurance, réponse B, le permis de conduire. Réponse C, la carte grise. Réponse A, B et C. Je tourne à droite. Je passe en premier par rapport à ce cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque vous conduisez et que vous souhaitez tourner à droite, il est important de céder le passage aux cyclistes circulant sur la bande cyclable à droite de votre voie. Sur l'image, un cycliste est clairement visible sur la bande cyclable, et tourner sans le laisser passer peut entraîner un risque de collision. Il faut attendre que le cycliste passe avant de tourner pour éviter tout danger et respecter le partage de la route. Je tourne à droite, je passe en premier par rapport à ce cycliste. Réponse B, non. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Dis-moi en commentaire combien de fautes tu as fait et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.